Voici l'épisode 257 des Technos que nous enregistrons ce jeudi 7 mai 2020. L'actualité technologique ne s'arrête pas et nos chroniqueurs ont épinglé quelques titres de leur choix. C'est comme toujours leur revue de presse de la semaine. Il est question cette fois de vidéoconférence avec Google Meet, d'un nouveau drone chez DJI, de sécurité avec une faille chez Apple, de bilan social lourd chez Airbnb et Uber. On parle aussi d'authentification et de mot de passe. Merci de nous accueillir une nouvelle fois. N'hésitez pas à commenter et à partager cet épisode dans vos réseaux. Merci aussi pour les pouces ou les étoiles sur les différentes plateformes que vous utilisez pour nous suivre. Bonne écoute. Si vous entendez des petits bruits, c'est l'objet d'un futur hors-série que vous entendez. C'est-à-dire que c'est chez Xavier, il y a une imprimante 3D et on en parle dans un hors-série qui est à venir, qui doit encore être monté. Et donc, vous l'avez compris, Xavier fait partie des chroniqueurs du jour. Bonjour Xavier, bonjour également à Sébastien qui nous a rejoint. J'espère que vous allez bien tous les deux. Juste un petit mot, comme toujours, pour remercier ceux et celles qui nous ont laissé des commentaires cette semaine. Il y en a eu beaucoup, parce qu'il y a une petite vidéo en plus, ça vous l'avez peut-être noté, un petit tuto qu'on vous a proposé, et donc on a reçu pas mal de messages, par exemple de Régis Rex 2, de Mario Ramallo, de Raphaël Vinet, de William, de Capsicum Cultivar, je vais y arriver, de Nia Laura, de Eric Bourdin, Lydie, Ingris Boys, Jax, Dominique C, Crypto Cafard, Jean-Denis Vreux, Dorian Barcello, Philippe 78, je vous dis, il y a du monde, hein, GVG, Arlok Saga, Jonathan Esteves, Vienne et Madeline, ou encore Natacha, qui est devenue, vous le savez, depuis quelques semaines, notre mascotte, alors qu'on ne l'a jamais rencontrée. C'est notre auditrice, elle est représentante de toutes nos auditrices. C'est ça qu'il faut retenir quand on vous parle de Natacha, en tout cas pour l'instant, tant qu'on n'en sait pas plus. Ça va, vous allez bien tous les deux, vous confinez toujours On confine. On commence à compoter même, tellement on confine. Ça va aussi du côté de chez Sébastien, oui, il a l'air en forme. Ça confine. Et puis tu dis Natacha, notre auditrice, mais j'ai entendu plusieurs noms, pseudo féminins. Hein. Oui, il y en a quelques-uns. C'est bien, ça se fait voilà. Bon, vous êtes évidemment toujours tous et toutes les bienvenus, comme toujours. Et ce que je vous propose là dans l'immédiat, c'est d'entamer tout de suite notre abécédaire. Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il se marre? Oui, mais j'avais encore un truc à dire. Ah bon, d'accord, ok. Voilà. Je t'en prie. Le dernier numéro, sauf erreur de ma part, c'était le numéro de l'Overflow. Alors celui-ci, j'adore aussi parce que si tu regardes, nous avons 3 nombres premiers et en plus 2 plus 5 égale 7. C'est un numéro magique, encore un. D'accord, ok. On s'en fout, ouais, mais voilà. Le numéro va être fatigué, c'est fin de la journée. Oui, parce que la dernière fois, il parle du 255. C'était... Ah oui, il y a eu le 256 entre-temps. Bon, voilà, t'étais pas là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? 256, c'était génial aussi. Puissance de 2. On devrait sauter ces numéros. En fait, il faut directement passer à 300. On était donc à la lettre W. Bon, on peut y aller ou pas Oui, vas-y. Bon, d'accord. Vas-y. On commence avec la lettre D cette semaine. D comme drone, puisque on aurait pu dire aussi D comme DJI, qui présente un nouveau modèle. À mon avis, sans me tromper, c'est pas destiné à tout le monde, ce nouveau modèle de drone. Hein, non, effectivement, rien qu'à son nom, on peut le comprendre. Donc c'est la DJI Matrice 300 RTK. Donc c'est un drone qui est vraiment destiné aux professionnels. On sait que les professionnels utilisent les drones maintenant pour la surveillance, l'inspection par exemple de lignes haute tension, des chemins de fer, pour faire de la cartographie, etc. Pour surveiller aussi la distanciation sociale dans les parcs, ça existe. Oui, effectivement. Ouais. Et donc aujourd'hui, DJI, qui est quand même le leader des drones grand public, a dévoilé ce nouveau drone. Il est réservé exclusivement aux entreprises qu'il veut séduire grâce à ses différentes caméras. Alors on entend, il est 8h chez moi. Oui, c'est ça. Là, on peut pas vous mentir. On est jeudi, il est 20h. Voilà. C'est bien la prévente. Hein. Si ça se trouve, c'était un peu chez moi aussi, du coup. Un peu chez Sébastien. Donc voilà, cacophonie. Pour les soignants, évidemment. On continue.
C'est un drone qui est réservé aux entreprises, qu'il veut séduire grâce à différentes caméras embarquées, à un logiciel qui est embarqué aussi, qui est un peu plus poussé, et une fiche technique qui est assez prometteuse, puisque le gros point fort de ce drone-là, c'est d'abord une autonomie de 55 minutes, ce qui est vraiment beaucoup pour un drone, et il va avoir une portée de 15 km. Alors évidemment, 15 km, on pourra pas les utiliser dans toutes les circonstances, puisque la loi en Belgique est vraiment limite la portée. On doit, dans la majorité des cas, voler à vue. Donc il y a beaucoup de cas où on ne pourra pas utiliser ça, mais pour des professionnels avec des grands sites, ça va être intéressant. Donc il y a au niveau de la photo et de la vidéo, il y a une nacelle H20 qui est une nacelle bien connue, avec 3 capteurs, dont un téléobjectif de 20 mégapixels avec un zoom hybride de 23 fois. Il y a un ultra grand angle de 12 mégapixels et alors un capteur laser qui permet de mesurer des distances qui vont de 3 mètres à 1 km.2. Il y a également aussi une nacelle, tu parlais de mesurer la température, mais il y a une autre nacelle qui est dispo avec des capteurs thermiques radiométriques. Et alors, ils ont fait des grosses améliorations au niveau logiciel. On va pouvoir définir des points d'intérêt à surveiller et prendre des photos automatiquement. Donc, par exemple, pour quelqu'un qui veut inspecter un grand site et toute l'infrastructure du site, il a plus besoin de se déplacer et de faire le tour du site puisqu'il y a une grosse autonomie, des grandes distances qui peuvent être parcourues. Il n'y a plus besoin de monter en hauteur pour surveiller ça. On va pouvoir surveiller des points mobiles, par exemple une voiture, et le système va partager les coordonnées GPS en temps réel. Donc là, c'est plutôt destiné, par exemple, aux forces de l'ordre. Et on va pouvoir aussi faire de la recherche de personnes grâce de nouveau au capteur thermique, par exemple, puisque l'appareil est capable de résister à des températures de moins 20 à 50 degrés. Donc les premières livraisons auront lieu ce trimestre en principe, et les entreprises doivent s'adresser aux revendeurs officiels pour pouvoir y avoir accès. Actuellement, c'est pas du tout destiné au grand public et c'est pas possible de le commander sur n'importe quel revendeur, quoi. On imagine, ouais, c'est un gros bestiau quand même, hein, c'est un gros. Ouais. Voilà, on a le prix on l'a dit ou pas Non, on n'a pas le prix, et je pense que c'est vraiment parce qu'ils vont limiter ça et que ça va dépendre sans doute de quantité ou autre. Oui, c'est ça. Ouais. J'en sais pas trop, mais voilà, c'est pas communiqué. Ouais, et puis ça s'adresse à des on le voit d'ailleurs dans la vidéo de présentation, ça s'adresse plutôt à des professionnels, oui, du feu, police. Vraiment des entreprises pointues. Je pense pas que n'importe quel professionnel puisse. C'est un peu. Dans un premier temps. Bel objet, effectivement, et avec des capacités, c'est toujours impressionnant, hein, ce qu'on arrive à faire. Ça veut dire ça que d'ici quelques temps, on peut imaginer de retrouver ce type de technologie sur des drones plus grand public entre guillemets. Bien sûr. Ouais, voilà, ça va évoluer dans ce sens-là aussi. Même si on a des limitations aussi, il y a les législations de chaque pays, de chaque région, etc. Je me suis laissé dire, pour parler de drones et de législation, que de plus en plus les sites touristiques de par le monde interdisent le survol par drone. C'est le cas par exemple en Amérique du Sud, dans certaines contrées, au Mexique par exemple, sur des lieux très touristiques, on interdit le survol par drone parce que il y a l'image qui est utilisée et donc les gens qui gèrent ces sites n'y retrouveraient pas entre guillemets un quelconque intérêt. Donc voilà, c'est autant le savoir aussi quand on achète un drone en se disant ouais c'est super, je pars en vacances, je vais filmer plein de trucs. Renseignez-vous quand même un petit peu avant, quoi, parce que c'est pas. Il y a parfois un vide juridique à ce niveau-là, parce que parfois le site interdit le survol, mais ce n'est vrai que si finalement tu es dans le site et que tu veux faire décoller ton drone, parce que si la loi du pays dit que tu peux survoler la zone, entre guillemets, tu décolles d'un peu plus loin et tu survoles le truc. Et bon, c'est pas toujours le cas. Il vaut mieux faire attention parce que si on se fait confisquer son appareil, ça vaut quand même un petit paquet d'argent. Mais voilà. Oui, c'est ça. Oui, et puis d'autant plus que bon, voilà, c'est pas non plus, on n'est pas là pour embêter les gens ou quoi que ce soit. C'est celui de survoler des personnes, mais il faut éviter. Chez toi, il est 20h jusqu'à quelle heure en général quand il est 20h? Ça dépend quand le monsieur qui chante. Ça dépend quand le monsieur qui chante a fini sa longue chanson et quand les gens ont fini de l'applaudir. On a un voisin qui chante tous les soirs. D'accord. Et là, en début du mois, il fait un concert complet et ça dure 1 heure, c'est ça? Oui. Et c'est un style de musique sympathique. Sympathique, voilà. Ok, d'accord. Bon, autant le savoir, hein, comme ça on s'habitue par la même occasion. Je vois Sébastien lever le doigt. Ouais.
Ouais, t'as vu, je suis gentil, je suis sage et tout. Ouais. Et oui, alors moi j'ai il est parti le tuer. Il s'est levé, il est parti frapper son voisin. Dis-nous, vas-y. Vas-y, c'est et donc, oui, ce que je trouve étonnant, parce que c'est du matériel pro, et donc avec des caméras qui parfois coûtent quand même un avion de chasse, et c'est une discussion que, très amusement, j'avais cet après-midi avec David, qui a fait déjà un hors-série avec nous, et qui disait que sur du drone pro, on était sur du 6 ou 8 hélices, parce que quand il y en a une qui claque, ton drone il s'éclate lamentablement. Et donc si tu en as 6 ou 8, il y en a une qui lâche, tu peux encore sauver ton matériel photo, parce que c'est quand même bien de récupérer ton appareil photo ou ta caméra qui est à côté de 10 000 boules. Oui, encore quand tu dis 10 000, c'est des fois gentil. C'est des trucs, oui, voilà. Il faut savoir que techniquement, certains de ces drones sont capables de faire parfois, de continuer à voler même avec 3 hélices. Mais la législation, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de pros qui ont 6 à 8 hélices, c'est évidemment la sécurité, mais aussi pour le survol de personnes, tu es obligé d'avoir au moins 6 hélices, en tout cas en Belgique, si je ne me trompe pas. Donc, et alors, ce qu'il faut vérifier, mais ici sur l'image, ça n'a pas l'air d'être le cas. Tu as des drones qui ont parfois 4 bras, mais qui ont 2 hélices sur chaque bras. Tête bêche, oui. Ce qui n'est pas le cas ici. C'est pas le cas ici. Ça n'a pas l'air d'être le cas, effectivement. Non. Ouais. Mais si tu en as 2 sur chaque bras, c'est quand même encore toujours délicat. Parce que pour avoir. Il a justement explosé un drone. Oui. Non, c'est des moteurs différents. Ah oui, c'est des moteurs différents. La force du moteur qui s'éclate, ton bras n'est pas toujours en très très bon état après. Vu les dégâts de ce qu'on a vu avec David, qui a justement éclaté un moteur hier, t'as aucune chance sur 3 hélices. Quoi. Et en parlant d'hélices, parce que ça je l'ai vu il n'y a pas tellement longtemps sur une chaîne YouTube de gens qui font du drone, etc. Oui, très sympa. Non. c'est que c'est de bien utiliser, et là je fais pas de la pub pour qui que ce soit, les hélices d'origine du fabricant, parce que celles qui sont vendues un peu moins cher entre guillemets n'ont peut-être pas toutes les conditions requises pour pouvoir fonctionner, et quand ça éclate, ça pète bien et ça peut faire du dégât, ça peut même si une hélice claque près de la caméra par exemple, vous pouvez péter votre caméra quoi. Donc là que tu arrives encore à faire ramener le drone correctement, la caméra est griffée ou l'objectif est griffé, donc voilà, autant le savoir. Je pense qu'on a bien fait le coup. C'est con de vouloir économiser 2-3 euros sur des hélices quand tu as un appareil qui vaut plus de 1 000 euros. On est bien d'accord. Oui, c'est ça. Des fois, on pense saisir une opportunité parce que voilà, ça se présentait. C'est pas le meilleur choix à faire a priori. Donc voilà. On passe à la suite. Avec la lettre G comme Google qui va revenir plusieurs fois dans cet épisode, vous allez vous en rendre compte. Une première fois ici avec cette news que nous apporte Sébastien. On va parler de patates. Quand il parle de patates, de quoi s'agit-il ? C'est Google Message. Oui. Non, tu l'utilises pas, tu utilises un iPhone. Bah oui. Et donc, voilà. Donc, Google Message, c'est l'application pour les SMS de Google. Alors, il y a le truc de base Android, et puis tous les constructeurs ont proposé leur petit truc. Pourtant, finalement, c'est l'application Google Message qui remporte le truc haut la main et qui vient. C'est ça que Sans Patate, c'est la fête, ils sont super contents chez Google. Ils viennent de dépasser le 1 milliard de téléchargements sur cette application, ce qui arrive quand même pas non plus beaucoup d'avoir 1 milliard de téléchargements pour une app. Et donc, voilà, c'est étonnant et amusant parce que voilà, ils ont essayé de faire plein de trucs sur la messagerie, ils ont essayé de faire des trucs sympas avec Duo, avec Google+, où on était plus sur le réseau social et plein d'autres trucs, et tout ça s'est éclaté, et finalement, leur application qui fonctionne le plus, qui se télécharge le plus, c'est celle pour les SMS. Alors bon, c'est pas tout à fait un milliard, enfin si, c'est vraiment 1 milliard, mais c'est pas 1 milliard de gens qui ont réellement été chercher volontairement le truc. Il y a une partie d'applications qui sont automatiquement installées chez certains, mais préinstallées, mais pas chez tous les constructeurs. Très loin de là. Donc voilà, ça reste quand même un succès assez important pour cette app.
que je ne pense pas Google s'attendait au moment où ils ont lancé leur truc. Non, c'est ça, c'est un peu inattendu. Enfin, c'est comme si tu disais, Bloc-Notes a fait 1 milliard de téléchargements, tu vois, c'est un peu le même genre de... Ouais, mais elle fait plus que ça. Hein. Oui, c'est ça, elle est vraiment d'accord. Oui, ça veut dire Bloc-Notes, tu peux chatter avec toi-même, en fait. Mais... non, ça supporte le RCS, il y a plein de choses. C'est vraiment... voilà, c'est pas une bête application. Xavier, tu voulais rajouter un truc? Mais moi, je l'utilisais, mais j'ai décidé de passer à l'application Signal, qui, pour rappel, est un équivalent open source de WhatsApp, qui garantit vraiment la confidentialité de bout à bout des messages, etc. Et qui peut aussi être utilisé comme application SMS par défaut. Et avec la garantie que le contenu de vos SMS n'est pas non plus analysé, ce que ne garantit pas Google, puisque Google, même si il garde vos messages confidentiels, il y a des robots qui analysent le contenu de vos messages et qui, du coup, génèrent de la pub personnalisée ou ce genre de choses sur base de ce contenu-là. Donc ici, avec Signal, ce n'est pas le cas, donc moi je suis passé sur Signal. T'as bien fait. Enfin, c'est un avis personnel pour le coup. Donc, dès qu'on peut éviter d'avoir de la publicité personnalisée, moi, je suis content. Enfin, il y a vraiment un équivalent de WhatsApp et ça marche aussi bien. C'est vraiment nickel. Ouais, voilà quoi. Alors, je ne sais pas ce que tu imprimes, mais à mon avis, ça va être long. C'est long. Oui, je suis en train d'imprimer une raquette de tennis. T'imagines le truc. Bon, ok. Je sais pas si tu voulais rajouter un truc, Sébastien, par rapport à ça. Non, voilà. Ok, d'accord. Ok. En fait, l'imprimante 3D de Xavier joue de la flûte, mais sur une seule note. Elle comme licenciement, ça c'est une chouette lettre, vraiment. Merci pour le titre, les gars. Elle comme licenciement, parce qu'évidemment, il y a des boîtes qui souffrent plus que d'autres. Airbnb, par exemple, licencie en masse. C'est Sébastien de nouveau qui nous en parle. Tu voulais mettre ça... Enfin, ça t'a titillé cette semaine, t'as tilté sur ce truc-là. Ben oui, écoute, si tu te rappelles, à notre tout début, il y a presque 10 ans, à un certain moment, effectivement, on est tombé en plein dans une vilaine crise et on s'est retrouvé avec des boîtes qui licenciaient, et toutes les semaines, c'était un peu la surenchère à qui licencie le plus de personnes. Et c'est un peu ce que je craignais au tout début ici, et ça n'a pas attendu longtemps, ça commence à arriver, ça commence à s'aligner, et le premier qui a lancé... Enfin, j'en ai peut-être raté, mais le premier que j'ai vu, gros tech, qui commençait à licencier en grosse masse, c'est Airbnb, et qui a quand même dit qu'ils allaient balancer 1900 personnes gentiment sur le carreau. 25% de leur effectif global. 25% du staff, ouais. Donc c'est quand même assez important. Et donc tout ce qui est Airbnb Studio et tout ce qui est luxe et hôtel, c'est un peu... voilà, on va peut-être un petit peu mettre le haut là pour le moment. Et alors pour eux, quand tu regardes, c'est vrai qu'ils ont quand même pris cher, et au niveau des revenus, pour le moment, ils pensent arriver seulement à 50% des revenus de 2019 sur 2020. D'accord. Donc bon, effectivement, quand tu perds 50% de tes revenus sur une année... après, ils faisaient quand même 4,8 milliards l'année passée, hein, donc avec 4,8 milliards, t'as de quoi payer 7500 personnes. Ça, c'était pas... Toute la question, c'est de savoir s'ils vont payer des dividendes. Ça, on le saura en fin d'année. Oui, c'est ça, quoi. C'est toujours un peu particulier, ce genre de situation. Je pense que tout le monde morfle un petit peu, ou beaucoup. Et certains pas de la même manière que d'autres. Pour être tout à fait mais ici, je pense pas qu'ils le feront, parce qu'ils viennent d'aller chercher 2 milliards en dette, donc en prêt. Donc je pense qu'ils ont vraiment mal. Ouais. Ok, bon, affaire à suivre. Hein. Ça, comme on le fait de manière systématique. Tu parlais de début de podcasteur quand on parlait des entreprises. C'est vrai que régulièrement, on était dans le vortex de la crise de 2008 à l'époque. Hein. C'était vers 2010. On avait le soubresaut. Donc, on imagine les années qui viennent vont être de cet acabit. Enfin, en tout cas, risquent d'être du même tonneau, si j'ose dire. Si les revenus ne sont pas là, c'est ce que les boîtes proposeront pour leurs actionnaires, pour qu'ils gardent effectivement leur petite dividende, ou que la boîte n'éclate pas, mais en général, effectivement, si les revenus baissent, la première réponse, c'est on coupe dans le personnel. Hein. Et ici, en l'occurrence, Airbnb, c'est aussi lié au loisir, au voyage,
etc. Et là, on sait très bien que ça va pas redémarrer tout de suite. On a vu de gros financiers américains qui ont retiré même leurs billes des compagnies aériennes américaines, des 4 principales compagnies américaines, en disant ça, c'est plus un truc d'avenir. Là, tout de suite, non, on va attendre un peu et on reprend nos sous. C'est quand même un peu interpellant, quoi. Je veux dire, il y a comme ça des professions ou des secteurs d'activité entiers qui risquent d'être impactés pour une longue période, on va dire. Enfin, ici, on n'aura pas tout le secteur tech. Hein. Il y en a plein d'autres qui font beaucoup d'argent. Ouais. Et il y en a qui sont plutôt pas mal. Il y en a qui sont bien sucrés. Mais voilà, il y en a quelques-uns et les noms arrivent. Celui-là était fun. On passe à la suite. Non, c'est pas un bug, c'est L comme licenciement, une fois de plus. Sébastien a l'art de nous faire des titres à répétition, c'est du comique de répétition. Mais ici, le comique est un petit peu douteux, on va dire ça comme ça, hein, Sébastien, il faut bien le dire. Parce que apparemment, chez Uber, ça se passe pas très bien non plus. Ah bah non, c'est pareil. Là, on licencie tout pareil. 14% du personnel. Ouais. Tu vois, on met même plus les noms maintenant. Mais, tu vois, 14%, 3700 personnes. Allez hop, salut. Ouais. Voilà. Alors c'est surtout, alors c'est marrant, c'est l'équipe. Enfin, c'est marrant. Non. C'est pas marrant, mais c'est surtout l'équipe de recrutement. Donc tu vois, ils avaient quand même un paquet de monde et de support. Donc maintenant, si tu as un problème de support chez Uber, faudra pas t'étonner, ça va plus répondre terrible. Donc ils gardent quand même tout ce qui est productif et c'est majoritairement support et recrutement, RH et compagnie. Donc c'est bon, voilà, pourquoi pas. Eux s'attendent aussi à perdre un petit peu de sous, mais un peu moins quand même que les gars d'Airbnb, parce que les voitures continuent à rouler un tout petit peu quand même, donc c'est moins dramatique pour eux qu'Airbnb. Mais voilà. Ouais. Oui, et donc oui. Et ce qui est marrant, c'est que c'est pas tout, parce que Uber, il y a 2 petits trucs. En attendant, la réponse des actionnaires, c'est quand même qu'ils ont pris 4% dans les dents. Donc, normalement, en général, quand tu annonces des licenciements, nous, on pleure, mais les actionnaires sont contents, donc l'action, elle monte. Là, vraiment, non. Oui, c'est un drôle de monde. On le constate chaque jour d'ailleurs, hein, depuis le 13 mars. Le monde est un petit peu... voilà, on se dit une fois, tiens, ah super, ils ont licencié, on va pouvoir gagner plus d'argent. C'est un peu ça, quoi. Hein, c'est juste lamentable. Mais voilà, quand on parle d'Uber, évidemment, c'est toute la sphère Uber. Hein, c'est pas que les voitures, c'est Lime, c'est Jump, voilà, c'est tous les services qui vont autour de Uber, qui sont powered by Uber. J'imagine que c'est pas juste... je te vois interrogatif. Non, c'est Uber. Mais par contre, pour Lime, c'est ça qui est amusant et qui moi me fait tiquer sur Uber. Oui. C'est que Lime, pendant ce temps-là, Uber, ils ont décidé qu'ils mettaient des brousses chez eux. D'accord. Donc Lime vient de faire une levée de fonds de 170 millions. Oui. Et Uber est l'investisseur principal. Ok. Donc, ah oui, c'est ça. D'accord. Là, je trouve que les deux, alignés l'un à côté de l'autre, à quelques jours d'intervalle, il y a quelque chose qui... Je sais pas, je trouve ça bizarre quand même. Oui, tu vois. ça. Les mecs qui viennent d'être licenciés, ils doivent quand même trouver ça bizarre, ou ils vont peut-être aller péter 2-3 trottinettes, tu vois. Oui, c'est ça, ils vont pas apprécier... Moi, j'avais déjà mis Lime dans le giron de Uber, moi, du coup, donc ils vont pas apprécier. Ça, c'est clair qu'il va encore y avoir des dégâts. C'est de nouveau, bis repetita, on vit dans un drôle de monde, mon bon monsieur. C'est un peu particulier, parce qu'on disait, oui, alors on pourrait comme ça, c'est hors abécédaire, on va dire, hein, mais on pourrait énumérer les sociétés qui s'en sortent pas mal dans cette crise et qui font de gros bénéfices et qui font même des investissements. Je voyais Zoom encore ce matin, ils ont investi une grosse somme d'argent dans le rachat d'une société. Un truc de sécurité dans l'encryption end-to-end. Ouais, tu m'étonnes, ils sont tellement fait descendre. Par contre, Lime, c'est pas eux qui vont le super bien. Hein. Ils étaient les premiers, mais personne n'en parle. Oui. Dans les premiers, le 30 avril, déjà quand même quelques jours, à licencier 13% de leur staff. Alors 13% chez eux, c'est 80 personnes. Bon, là, c'est quand même déjà plus... c'est plus acceptable, quoi, 80 personnes. Par contre, leur action, ça pique. Tu vois, ils sont descendus de 79% de leur valeur.
Ah oui. Donc, Ok. du coup, ça fait mal. Hein. Ouais. Il me semble que un des concurrents aux États-Unis de Uber, Lyft, prend cher aussi apparemment. Donc, c'est tout un secteur, comme je le disais, qui prend dans les dents. Ou pas uniquement. Enfin, un truc qui est évalué à 2,4 milliards, bon, après, ça peut-être un petit peu surévalué, quoi. Donc, c'est un peu le principe des Américains sur leur boîte là-dessus. En Europe, t'en as aucune chance de se battre face à ça. Une boîte qui ne fait pas d'argent est parfois évaluée à plusieurs milliards, donc, alors que ça n'a aucun sens économique. Donc là, elle est toujours évaluée à 500 millions, 13%, 80 personnes. Tu fais le rapide calcul, t'as moins de 1000 personnes. Une boîte à 500 millions pour 1000 personnes. Ça va. C'est exagéré, quoi. Hein. Ça reste exagéré, même à 500 millions. Ok, bon, après ces 2 bonnes nouvelles, est-ce qu'on aura une 3e lettre L? En attendant, mettez des pouces, maintenant. On en profite, hein, on a une petite pause. Sinon, vous êtes sortis. Oui, non, parce que sinon, on va mettre des pouces maintenant, parce que après, vous risquez de partir. Donc, mettez des pouces maintenant, un pouce vers le haut sur YouTube. On a quelques secondes, hein, n'hésitez pas, allez-y maintenant, voilà. Non, encore un, voilà, merci. Parce que sinon, après, on s'en sort plus. Encore un petit? Merci, madame. On a de la chance. C'est M comme migration. Et c'est Xavier qui prend la parole pour parler de... Pourquoi, oui. Tous les mecs qui sont licenciés, ils migrent, ils vont ailleurs. Donc, M comme migration, une mise à jour utile dans Google Authenticator. Authenticator, on dirait une chanson. Authenticator, Authenticator. Donc ce logiciel, c'est un logiciel qui permet de faire de la double authentification, hein, donc qui permet en gros de s'enregistrer sur un site ou une application, mais en vérifiant 2 éléments. Donc ça peut être par exemple votre mot de passe plus autre chose. Dans ce cas-ci, c'est un code qui est généré automatiquement par une application et qui change toutes les X secondes. Donc Google Authenticator, vous placez les différents sites que vous voulez protéger dans cette application, et pour chacun des sites, vous devez rentrer une clé qui permet de lier votre appareil à ce site, et ensuite l'application change un code toutes les X secondes, et le site va vérifier que c'est bien vous par votre demande de mot de passe et par le fait que vous puissiez fournir ce code. Alors, le problème, c'est qu'au changement ou à la perte du smartphone, on n'a plus son application, évidemment, et donc on va devoir retrouver ou réintroduire toutes les clés dans un autre appareil, au risque de plus pouvoir se connecter à ces différents sites. Alors, l'application de Google ici, elle n'a pas été mise à jour depuis 3 ans, mais la mise à jour ici propose différentes petites fonctionnalités, mais dont une qui est plus pratique. Alors, on commence simplement par un mode sombre qui est ajustable, donc on va pouvoir modifier ça en fonction c'est fait pour les écrans OLED, on va pouvoir adapter un petit peu le mode sombre. Il y a un nouveau layout pour s'adapter aux grands écrans, mais surtout, on a enfin la possibilité d'exporter la configuration vers un autre smartphone, c'est-à-dire que quand vous changez de smartphone, vous allez pouvoir transférer toutes vos clés, donc toutes les applications qui étaient enregistrées dans cette application-là, avec un QR code vers votre nouvel appareil. Et là aussi, pour l'export, qu'est-ce qu'il faut faire? On doit scanner un QR code, mais il y a aussi une méthode de double authentification, donc on va sans doute devoir à nouveau introduire un mot de passe en plus pour vérifier que c'est pas un piratage en cours qui essaye de récupérer les données de double authentification. Alors, Google tend vraiment à forcer cette méthode de double authentification sur l'ensemble de ses services et appareils, puisque maintenant les derniers Google Nest notamment commencent vraiment à être à forcer, ou en tout cas à fortement recommander la double authentification. La mise à jour n'est pas encore disponible sur iOS, elle est en cours de déploiement, mais ceux qui la voudraient déjà sur Android et qui ne l'ont pas encore sur le Play Store peuvent la télécharger sur l'APK Mirror. Ok. Bon, oui, j'imagine un commentaire de Sébastien, forcément. Ouais, c'est très intéressant. Il y avait déjà moyen sur l'ancien Google Authenticator de ressortir tes trucs pour les passer sur un autre smartphone, heureusement.
même si c'était pas hyper user-friendly, c'était quand même jouable. Mais pour avoir oublié une fois, c'est-à-dire simplement l'année passée, t'es quand même très emmerdé quand tu l'as pas fait. Hein. Tu reformates ton smartphone, et puis tu relances le truc, tu dis « Ah, putain !» si je peux dire. Parce que faut demander gentiment à tous les sites pour aller désactiver la double authentification en montrant ta carte d'identité, tout le bazar. T'es parti pour des heures de merde. Ah, c'est un étranglement. Enfin, c'est de la là, pour le coup, c'est sécure, et c'est tellement sécure que si tu bouches l'entonnoir, il n'y a plus rien qui passe, quoi. Le truc, c'est que normalement, on est censé conserver la clé qui permet à Google d'identifier il y a une clé quand même encore à retenir. Oui. Donc, en fait, moi j'enregistre toutes mes clés dans des fichiers, et donc si je perds mon smartphone, j'ai encore ces codes-là qui me permettent de réinstaller l'application. Okay. Mais tout le monde ne le fait pas, et c'est vrai que moi maintenant je le fais parce que ça m'est arrivé comme Seb de changer une fois de téléphone et d'avoir effacé tout avant et de me dire ah ben merde, j'avais pas sauvé, donc tu dois effectivement désactiver d'abord la double authentification sur tous les sites, et c'est pas toujours facile, effectivement. Ouais. C'est le conseil, hein. Donc vous prenez votre clé, vous les imprimez et vous le mettez bien dans le portefeuille, comme ça toujours avec vous, comme ça on peut répliquer votre clé. C'est le meilleur. Avec c'est le un nom conseil du de sécurité. Au mieux, vous l'envoyez par mail, comme ça c'est dans votre boîte mail, vous l'oublierez pas. Voilà. Non, mais voilà, on essaye de trouver des solutions sécures, et malgré tout, et même des fois des gens qui sont très au fait de la sécurité se font avoir. Ça a encore été le cas cette semaine avec plusieurs youtubeurs, dont Heliox, dont on parle régulièrement ici. J'y pense maintenant parce que j'entends encore fonctionner l'imprimante 3D de Xavier, et Heliox fait beaucoup de trucs en 3D, etc. Et elle a failli perdre son compte YouTube. Enfin, elle l'a perdu pendant quelques heures dans le courant de la semaine, parce que simplement elle avait ouvert un mail relativement anodin, et voilà, et donc il s'est passé un truc, et elle s'est retrouvée avec une chaîne YouTube vide, tout simplement, et plus d'accès à son compte Google, YouTube et autres. Ça peut être très gênant, hein, je veux dire, quand c'est ton boulot entre guillemets de youtubeur, ça peut être très angoissant. C'était son cas d'ailleurs, ça s'est bien fini heureusement, mais c'est pas toujours le cas malheureusement. Xavier. Oui, tant qu'à mettre les clés sur un papier dans votre portefeuille, indiquez aussi le nom de jeune fille de votre maman et le nom de votre premier animal de compagnie. Hein, c'est toujours bon à retenir. Ça fait partie des questions les plus fréquentes. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Oui, mais tant qu'à faire. Voilà. Mais voilà, oui, t'en prie. Oui, je suis quand même encore un truc. Par contre, ne croyez quand même pas la double authentification telle que Google la propose ici, et comme tous les autres, hein, parce qu'ils utilisent un truc open source, c'est pas magique. Ça vous protège uniquement contre si vous avez perdu votre mot de passe. Par contre, s'il y a une data breach du côté du serveur sur lequel tu te connectes, ça va rien faire. Oui, non seulement tu sais rien faire, mais en plus, eux, la clé, ils sont obligés d'avoir la clé que tu utilises pour ta double authentification, et pour pouvoir valider ton code, pour le signer, et grosso modo, en fait, à partir du moment où ils ont réussi à le récupérer sur le site, n'importe qui peut sortir ta double authentification. Ce n'est pas une sécurité en tant que telle, c'est pas inviolable. Si quelqu'un rentre sur le site de ta banque et qu'on utilise la double authentification et qu'il connaît ton mot de passe, il n'y a pas de problème. Hein, oui, bien sûr. Donc, tout à fait. Ça protège contre l'idiotie, enfin la perte chez le consommateur, mais pas sur le site. Oui, c'est ça. C'est juste pour... Oui, enfin voilà. C'est un sentiment de sécurité. C'est un sentiment de sécurité, voilà, c'est ça. Ça me fait marrer Xavier. C'est juste ça. Ça fait marrer, mais c'est vrai. Souvent, c'est... Ah, il rit jaune, hein. Comment il ose. C'est con, celle-là. Allez, encore un peu de sécurité. Hein. M comme mot de passe, Sébastien, c'est de nouveau pour ta pomme. Parce que aujourd'hui, nous sommes le 7 mai. Et je ne le savais pas, mais c'est la journée mondiale du mot de passe. Du mot de passe. Hein. Le mot de passe. Pas les mots de passe, du mot de passe. Lequel Admin password. C'est celui-là. 2, 3, 4. Et donc, oui, t'as vraiment des journées de tout. Hein. Donc, effectivement, la journée du mot de passe, la journée internationale du mot de passe.
Voilà quoi, il fallait quand même qu'on célèbre ce truc. Alors pour célébrer la journée internationale du mot de passe, je vous propose tous de mettre votre mot de passe dans les commentaires, comme ça on sera tous... Oui, mais avant, vous mettez un pouce. On promet de vous dire en commentaire si c'est un mot de passe qui est suffisamment solide. Hein. Parce que quand on n'est pas logué, on ne sait pas mettre de pouce. Donc je préfère qu'il le fasse avant. Donc voilà, alors il y a un petit article qui vous explique comment faire attention à votre mot de passe pour qu'il soit robuste, que vous n'utilisez pas toujours la même partout, que machin, etc., etc. Et que vous utilisez la double authentification. Je pense que tous ces trucs, on l'a déjà dit 1000 fois. Relisez c'est Ashley qui a inventé cette journée. C'est possible, hein, je veux dire, c'est un... Non ? C'est possible, oui, tout à fait, c'est des brefs, tu vois... Tout à fait possible. Voilà. Donc voilà, faites attention, protégez vos mots de passe, machin, etc. Surtout encore plus maintenant, vu que tout le monde il est connecté, et parce qu'il n'a pas le choix, il peut pas sortir de chez lui. Donc tout le monde est sur Internet. Ouais. Donc voilà, c'est la journée du mot de passe. Joyeux journée de mot de passe. L'article que tu nous... je vais y arriver. Auquel tu fais référence, il y a plein de petites statistiques de chiffres sur les mots de passe, combien de fois on a utilisé le mot de passe 1, 2, 3, 4, des trucs comme ça, et tout ce genre de trucs. C'est ce qu'on appelle un marronnier, c'est-à-dire ça revient tous les ans on vous reparle des mots de passe et on vous redit les mêmes choses. C'est la journée. Ça revient chaque année, c'est la journée des mots de passe. Réfléchis, Marc. C'est encore un truc pour consommer. Donc du coup, tout le monde se met à changer son mot de passe le 7 mai. On se demande pourquoi. C'est très bizarre. Voilà. Non mais voilà, on va pas vous répéter à vous qui nous écoutez depuis un bout de temps comment gérer vos mots de passe. On imagine que c'est fort bien fait et que c'est sécure et que voilà. Mettez-le en commentaire. Tiens, N comme... c'est un tout autre sujet. N comme navigation privée. C'est pour Xavier, ça. Hein, ça sent bon, ça sent bon, ça. Ça n'a rien à voir. Ça a à voir avec les Chinois. Comment Xiaomi traite vos données de navigation ? C'est une bonne question, parce qu'on a noté qu'il y avait quand même quelques... Non, mais c'est pas une bonne réponse. Hein. C'est pas une bonne réponse. C'est quelques entourloupes, quand même, côté, pour être très, très sérieux, du côté de Xiaomi, si je dis pas de bêtises. Voilà, alors c'est une enquête du journal Forbes qui a montré que Xiaomi récupérait des données de navigation, donc navigation sur Internet. C'est Xiaomi. Xiaomi. Non ? Oh, je dis Xiaomi. Non, mais tu peux, tu Xiaomi ou tu veux. Xiaomi. Là, tu es notre référence. Donc, qui récupère les données de navigation sur Internet à l'insu des utilisateurs. Alors, l'enquêteur a remarqué en fait que son Xiaomi Redmi Note 8 enregistrait beaucoup de données lors de sa navigation, c'est-à-dire les sites qu'il visitait, les recherches, mais même en navigation privée, donc dans le mode incognito. Donc c'est plutôt gênant puisqu'en général les gens utilisent ce mode de navigation justement pour pas être tracés et ici le Redmi enregistrait les données de navigation et ensuite ces données seraient envoyées vers les serveurs de Xiaomi qui appartiennent à Alibaba qui certainement sait quoi faire avec ces données. Et c'est en plus le cas pour d'autres browsers de Xiaomi qui ont d'autres noms. Il y a 2-3 autres navigateurs qui sont parfois embarqués sur des appareils de Xiaomi. Alors Xiaomi a répondu à l'attaque en disant que les données étaient effectivement récoltées, mais dans le but d'améliorer l'expérience utilisateur et que toutes les données étaient anonymisées. Ceci dit, ils ont quand même décidé de déployer un correctif pour bloquer la récolte de données, mais seulement en navigation privée. Donc, si vous êtes en navigation privée, là, ils vont plus récolter les données. Mais par contre, si ce n'est pas le cas, ils vont toujours les envoyer aux serveurs de Xiaomi qui sont traités par Alibaba. Et en dehors du mode navigation privée, ils vont faire en sorte que l'utilisateur puisse désactiver manuellement, mais donc par défaut, ce sera toujours le cas. Manuellement, vous pourrez désactiver ça en allant dans le programme d'expérience utilisateur, dans les paramètres de confidentialité. Évidemment,
monsieur et madame tout le monde ne va jamais penser à aller désactiver ce truc-là. Et donc, les données, même si elles sont anonymes, elles sont traitées ensuite par probablement Alibaba pour faire de la pub ciblée et ce genre de choses. Alors, même s'ils connaissent pas votre nom directement, ils peuvent quand même identifier votre appareil et ils peuvent quand même vous faire de la pub personnalisée. Donc voilà, c'est un mauvais point pour Xiaomi, mais qui relativise de leur côté, quoi. Bon, qu'à rajouter à ça, Sébastien? Il n'y a pas que la pub, hein. Alibaba, c'est quand même fortement contrôlé par le gouvernement chinois. Hein. Il y a ça, il y a voilà, c'est encore un truc qui part en Chine, quoi. Nos données. Oui, d'habitude ça vient. Pour le moment, c'est beaucoup venu. Oui. Bon, oui, on a beaucoup reçu, ça, on peut pas dire le contraire. Et pour pas cher. mais donc voilà, on a appris un truc, on dit Xiaomi et pas Xiaomi. C'est un truc. Ah oui, je fais l'inventaire de ce qu'on apprend aujourd'hui. Mais il y avait une autre marque que pendant des épisodes et des épisodes il y a quelques années, on a eu du mal à prononcer. Et donc, merci. Huawei. Huawei Xiaomi. Voilà. Si ça se trouve, on est peut-être en train de dire des grossièretés. Et c'est peut-être Samsung. C'est toujours oui, c'est ça. Et pour être franc, je ne suis pas sûr à 100% que je le dise parfaitement non plus. Hein. Je n'ai certainement pas l'accent. Mais enfin, il vient avec des informations erronées maintenant. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça, on ne fait jamais d'habitude. Fake news. Oui, c'est ça, les fake news, quoi. Alors, voilà. Il faudra qu'on pose la question de savoir comment, parce que c'est quand même important aussi de bien prononcer les noms. Écrivez-le-nous. Écrivez-nous comment on prononce. Non, en phonétique. Ben oui, pourquoi pas. Oui. Et l'alphabet, moi j'ai appris l'alphabet phonétique il y a longtemps, je sais plus comment on le lit, mais on trouvera. N'hésitez pas à nous envoyer ça par écrit. C'est certainement bien asiatique quand même qui nous écoute. Voilà. Donc on veut savoir comment on dit Xiaomi ou Xiaomi et Huawei, comme ça on est tranquille pour les prochains numéros. Allez. Il est fort question de sécurité dans cet épisode. Seb, on va parler d'une faille. C'est l'autre Sébastien qui nous l'a communiqué, cette faille chez Apple, pour le coup. Et donc, forcément, dès qu'il voit « Oh, il y a une faille chez Apple », je vais pouvoir médire. Parce que, voilà, on n'est pas à l'abri d'un petit peu de bashing non plus. Non, c'est pas vrai. Ouais. C'est juste que j'aime beaucoup les articles de Sébastien. Tu vois, c'est très gentil. Je vais le dire à Benoît. Voilà. Donc, non, mais que ce soit chez Apple ou chez un autre, c'est toujours intéressant de savoir comment on les contourne, les failles, et comment on tombe dedans aussi. C'est une petite faille, ce qu'on appelle une faille 0D. Il faut que tu nous rappelles peut-être le principe. Parce qu'il va falloir être didactique sur ce coup-là, je pense. Ah bah, le 0D, c'est en gros, c'est le truc qui est balancé dans la nature, que tout le monde y sait, qu'il n'est pas corrigé. D'accord. Donc, en gros, en général, quand on apprend une faille, quand on en parle dans la presse, la faille, elle a été envoyée au constructeur, enfin au fabricant, ou à l'éditeur, tout ce que vous voulez. Et alors, comment dire, le milieu veut qu'on laisse un certain temps à l'éditeur pour corriger son problème. Oui, c'est ça. Et donc, en général, du coup, tout ça est tenu très secret. Parfois, il y a rémunération. Et puis, effectivement, quand le correctif est sorti, alors l'expert sécurité annonce la faille en disant ben voilà, il faut mettre à jour parce qu'on a tout cassé. C'est une sorte de gentleman agreement. Oui, et là c'est un peu, voilà, internationalement, les règles sont plus ou moins pareilles partout, ça se fait, c'est le milieu, ça se respecte, un problème, c'est normal, mais on te laisse un certain temps pour le régler. Et puis après 6 mois, 1 an, si t'as toujours pas réagi, ben tant pis, on le lâche publiquement. Oui, et tant pis. Après, Ça, c'est que t'as pas voulu corriger. Ça arrive aussi régulièrement. Et puis, t'as des sites spécialisés où bien tu as des white hats, donc des mecs au chapeau blanc. Donc, c'est des pirates, gentils pirates, qui vont, qui vont mettre à disposition leurs ressources intellectuelles pour chercher les failles, moyennant rémunération. Ok. Et donc, voilà. Donc là, c'est des bounty, donc tu as des bonus en disant il y en a chez Facebook, il y en a chez la plupart des grosses boîtes. Ils disent si tu trouves une faille, on va te donner $100,000 ou un truc comme ça. Okay. Donc, suivant le niveau de la faille. Voilà, tout ça existe. Et je me rappelle de ça il y a très très longtemps. Je fais juste une petite parenthèse. C'était chez Microsoft et c'était un gamin, je pense, de 12 ans
qui avait trouvé une faille et qui avait trouvé en plus la solution pour combler la faille. Et c'est la première fois, à ma connaissance, que la presse classique, on va dire, traditionnelle, grand public, a parlé de ce principe, en disant, il y a un gamin de 12 ans qui a trouvé une faille et il a reçu un peu d'argent de la part de Bill Gates et les remerciements, je sais pas, un truc dédicacé. C'est plutôt rigolo. Oui, voilà. C'est coutumier, c'est normal. Et puis effectivement, quand on te prévient et qu'on te met pas dans la merde, de remercier le gars n'est pas non plus... on n'est pas ingrat, donc voilà, ça se fait dans le milieu. Et donc il y a des gens qui en font leur métier, à chercher que des failles pour essayer de récupérer du bounty. Et donc ici effectivement il y en a une, donc 0D, c'est que là c'est pas passé par ce circuit, c'est sorti dans la nature et c'est pas corrigé. Donc voilà, pour certaines raisons, soit effectivement ça n'a pas été expliqué à Apple n'a pas voulu corriger ou des trucs comme ça. Voilà, ici c'est le cas. Donc c'est dans la nature, c'est la deuxième fois qu'Apple a ce genre de choses ces dernières semaines. Je pense qu'on en parlait déjà il y a 2 semaines, ou il y a 3 semaines, il y en avait déjà eu une autre, donc il y en a beaucoup pour le moment chez eux. Il y en a eu quelques-unes, sur mail en l'occurrence. Oui. Ouais. Voilà, c'est un hasard, il n'y a pas de... Mais c'est malheureusement pas de bol pour eux pour le moment. Ouais, les gens sont chez eux, ils s'occupent. C'est possible aussi. Bah oui. En tout cas, si tu me permets une digression là-dessus, il y a un ou deux trucs qui fonctionnent justement très bien maintenant que les gens sont tous chez eux, c'est tout ce qui est projet open source. Je vous invite à aller voir des sites comme Phoronix ou le OMG Ubuntu, d'autres trucs comme ça qui sont parfois dans la source. Ça pullule, il y a énormément de projets qui avancent beaucoup. Donc le libre tire avantage pour le moment que les gens n'ont pas le choix de rester chez eux. Et le kernel, en tout cas, suit un rythme tout à fait normal, ils sont très contents. Donc voilà, c'est ce petit aparté. On en revient à cette faille. Donc cette faille est assez compliquée, honnêtement. Je vais essayer de vous expliquer juste en 2-3 mots. Et puis si vous avez un background technique un petit peu plus poussé, je vous invite à aller lire l'article. Qui est long, il est très très long. Qui est assez long, donc vous allez quand même avoir besoin d'une demi-heure pour relire le truc, et probablement une aspirine à la fin. Ou d'une autre marque. C'est impossible. Voilà. Ah merde, c'est une marque, oui. Il en a perdu les cheveux. Un peu d'acide acétylsalicylique, voilà, comme ça on a fait. C'est ça. Du paracétamol. Ou du paracétamol. Mais pas trop, ça nique le foie. Et vous allez être tout jaune. Oui. Donc voilà. Ouais. Et donc le truc, c'est dans les playlists, c'est dans un fichier XML. Donc je sais déjà à moitié perdu pour certains, dans un fichier XML qui est lié à l'application en général. Donc tu as une application que tu installes sur Apple, c'est un gros fichier, genre c'est une grosse archive. Je caricature, désolé. Oui, bien sûr. C'est une grosse archive dans laquelle effectivement il y a un XML qui va dire je veux telle autorisation, tel truc, où tu mets des conteneurs pour des fichiers, pour des configurations. Et donc le XML, c'est un truc assez lisible, un fichier texte assez lisible avec des tags pour dire voilà, on envoie un sur l'écran, on dit container, new, value, whatever, etc. Et donc c'est quelque chose qui est fait pour contenir des données, mais que l'humain puisse lire, parce que le binaire, c'est pas toujours facile à débugger. Et donc, voilà, et là, c'est un format interchangeable où il y a une base et tout le monde peut échanger l'XML, tu sais que ça respecte la norme, un encodage, etc. etc. Donc, voilà, ça c'était le XML, ça c'est déjà assez vieux. Et donc, le problème ici, c'est que dans iOS, ils ont 4 codes différents qui vont analyser ce fichier XML pour le playlist, au lieu d'avoir rationalisé, d'en avoir un seul. Et donc, qu'est-ce que tu te retrouves avec un premier qui, à un moment, valide les autorisations pour dire « Ouais, ok, tu vas faire ça, et donc je vais limiter ce que tu as droit à l'application. » Et alors, effectivement, pas de problème, ça passe, et puis tu as un deuxième qui va appliquer tout ça. Et puis tu en as encore un troisième, un quatrième, etc., etc. Et ils sont pas d'accord sur la manière dont ils l'analysent, c'est-à-dire que y a la manière dont ils traitent le commentaire. Le premier voit le commentaire, mais va passer le bloc, parce qu'ils ont un bug. Et donc il se dit, oui, ok, tout ça c'est du commentaire, et donc je ne le prends pas en compte. Et le deuxième, parce que en fait le commentaire c'était pas 2 mais 3 petits moins, on s'en fout, en fait vous irez lire, mais le troisième il dit c'est pas un commentaire. Et donc t'as passé toute l'étape de sécurité, tu vois. C'est comme quand tu veux rentrer dans le château fort, t'as tout caché dans ton manteau, et il y en a un qui dit on fouille pas les manteaux, il y a rien dedans. Tu passes, et puis et t'as tout dedans. Et voilà, c'est un peu ça.
D'accord. Et donc, voilà, ça a créé pas mal de remous, de possibilités, de problèmes, etc. Tu sais pas faire grand-chose parce que c'est fait partie du plist, c'est comme ça, tu ne sais pas désactiver une application. Tant qu'Apple ne patche pas le truc, bah, c'est la fête dans le slip sur tous les devices iOS. Comment ça va se manifester chez le particulier, le PK moyen, le Madame Michou? Je sais pas. Tu sais pas, tu as des applications corrompues qui peuvent faire des choses que tu n'as pas forcément envie. D'accord. Donc avoir accès, par exemple, au micro, à la caméra, ou... Et tu ne sais pas si ça a été exploité, ça a peut-être été exploité. Peut-être, ouais. Ça laisse pas de traces? Non. A priori. Non, c'est un peu stupide quand même. Chez Alibaba. Oui, c'est ça. Donc, enfin, voilà. Longue explication, très technique. Voilà, donc on vous laissera aller jeter un petit coup d'œil. Ça va vous occuper un moment. Mais voilà, on a au moins appris un truc concernant ces fameuses playlists. Je savais pas que ça se... Voilà, moi personnellement, je suis pas informaticien, donc je savais pas que ça se prêtait comme ça aussi, que le XML servait à ça aussi. Parce que voilà, on aurait pu trouver depuis lors d'autres langages ou d'autres techniques. Mais finalement, c'est une solution qui marche bien. Autant... le XML, ça reste le truc le plus utilisé aujourd'hui, avec le JSON, qui est pas mal aussi de succès, mais le XML est vraiment voilà, il reste encore le numéro 1, à mon avis. Ouais. Ok, bon. Xavier, peut-être un commentaire ou pas Non, pas spécialement. Je n'ai pas creusé la news. Oui, il faut un peu creuser. C'est tellement technique. C'est tellement technique. Voilà. Voilà. T'es comme... Comment ? T'es comme Tutut. Il y a eu un Tutut, mais c'était pas chez moi. T'es comme Tesla qui travaille sur de nouvelles batteries. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ce titre. Je sais pas pourquoi. C'est Tutut, les nouvelles batteries, Xavier. Je vais y arriver. Je suis fatigué, moi. De quoi s'agit-il, Xavier ? Alors, c'est une université du Canada qui travaille en partenariat avec Tesla sur l'autonomie des batteries. Ils ont livré les résultats de leurs travaux à une revue scientifique qui s'appelle The Journal of Electrochemical Society. Et ils ont breveté une batterie lithium-ion qui utilise alors pour la technique, ça utilise une cathode NMC 532, c'est-à-dire qu'elle est composée de nickel, de manganèse et de cobalt. Et la batterie pourrait supporter 4000 cycles de rechargement au minimum, soit une autonomie possible de 1,5 million de kilomètres. Ce qui est évidemment largement plus que ce qu'on peut faire actuellement. Donc l'intérêt, c'est vraiment, ils peuvent prendre une avance sur la concurrence qui est énorme par rapport à l'autonomie, mais en plus de ça, le prix de production de la batterie serait de $100 par kilowattheure, alors qu'actuellement, on est plutôt à 150 dollars par kilowattheure. Donc c'est une révolution, c'est quand même une petite révolution. Ils pourraient prendre vraiment une grosse avance sur la concurrence en faisant ça puisque c'est breveté. Et ils devraient présenter cette technologie lors d'un événement qui s'appelle le Battery Day dans le courant du mois si les circonstances le permettent. Donc on a eu le jour des batteries maintenant. C'est le jour des batteries. Après le jour des mots de passe. Et donc voilà, 4000 cycles de rechargement. En fait, c'est pas tellement dans sa capacité en fait de charge. Non, c'est sur la durée de vie. C'est la durée de vie de la batterie. C'est ça. C'est pas l'autonomie pour un trajet, c'est l'autonomie, la durée de vie de la batterie plutôt. Ce qui a un intérêt pas uniquement pour Tesla, pour le coup, enfin je veux dire pas uniquement pour les voitures électriques. Ça peut aussi avoir un intérêt, par exemple, pour ceux qui ont des panneaux solaires et qui stockent l'énergie chez eux. Ça va être exploité d'ailleurs par la société. Voilà, c'est pas mal, quoi. Ça leur permet comme ça d'avoir des durées de vie de batterie plus importantes et donc d'avoir des périodes d'amortissement plus longues. Donc ça, c'est vraiment bien, quoi. Ça, c'est top. On attendra le Battery Day. C'est quand ? Le 8. Ça doit être ce mois-ci. Mais... Ça devait être ce mois-ci, mais on l'a déplacé après le confinement. Oui. Ok, bon, parce que c'est pas la première. Je me méfie toujours un petit peu. C'est pour ça que je pose la question. On a déjà annoncé tellement de fois des innovations en matière de batterie, etc., qu'on finit par
plus vraiment y croire, ou encore attendre bêtement. Je veux dire, Sébastien, quand il met son doigt comme ça sur son nez, qu'il écrase son nez comme ça, c'est qu'il va dire une grosse bêtise. Il a un truc sur le... Non ? Et non, alors il y a vraiment, je te promets, une journée internationale de la pile et de la batterie. C'est ce que notre ami vient de dire. Tu le traites de menteur tant qu'il y est. C'est le 18 février. C'est le 18 février. C'est le 18 février. Donc, quelques jours après la Saint-Valentin. Donc, si vous voulez faire plaisir à la Saint-Valentin, offrez des batteries. Voilà. À quelques jours près, ça va. Donc, voilà, le jour de la batterie, quoi. On a appris encore un truc en plus, et en plus de la fameuse cathode NMC 532, qu'on ne connaissait pas non plus. C'est la journée internationale des technos. Ben oui, pourquoi pas. On va commencer par la journée nationale. Mais après, il va falloir choisir, France ou Belgique. Ça va être compliqué. Donc, voilà, on va dire la journée européenne des technos. Pourquoi pas. Voilà, on a fait le tour de cette question. Pourquoi européenne et pas les Asiatiques? Bon, si, mais bon, je ne veux pas relever. Enfin, voilà, quoi. On va pas non plus. On n'a plus rien à dire sur cette news, en fait. C'est ça le truc. C'est pour ça qu'on tourne en rond. Si, il y a un truc. T'as vu il a un enfant. Ouais, voilà. C'est félicitations. Ah oui, c'est juste. Oui, j'ai vu la photo sur Twitter. Je vais pas plus faire attention que ça. Non, il pique, hein. Mais on parle d'Elon Musk, hein, évidemment. Oui. Il a un nouveau. C'est un fils. Si je dis pas de bêtises. Oui, alors il l'a appelé XIA12. D'accord. Ouais, c'est un joli fait. Et il l'a tatoué aussi sur la photo. Oui, ça me paraît très bizarre, hein, cette histoire. Vous irez voir le compte d'Elon Musk. On nous en dirait des nouvelles. Tiens, j'avais pas vu ça dans la... On parle de Tinder. Ah si, t'es comme Tinder. Je vais sauter une ligne. T'es comme Tinder. Tinder qui se met aussi, j'ai envie de dire, à la vidéo, parce que tout le monde s'est mis un petit peu à la vidéo. Ça renforce un petit peu les liens sociaux, distanciation physique, mais pas nécessairement sociale. Et donc la vidéo, ça aide. La preuve, on est là. Donc Tinder qui investit aussi maintenant dans la vidéo, Sébastien. Oui, alors celle-là, ça m'a fait rire au moment où j'ai lu la news, donc je ne pouvais pas en parler, et pourtant je pense que celui qui en parlait le mieux ici n'est pas là pour en parler, mais il se reconnaîtra, peut-être. Ou pas. Ou pas. Ouais, voilà, suspense. Et donc, effectivement, Tinder qui annonce qu'il se met à la vidéo avec un argument qui est assez drôle. Ils disent... oui, avec le confinement, les gens utilisent nettement moins Tinder parce que ils peuvent plus se rencontrer. Donc on va faire de la vidéo, comme ça ils pourront se rencontrer. Ouais, bon, ça va pas être non plus l'expérience de leur vie, hein, mais pourquoi pas. Donc c'est pas les seuls, il y en a plein d'autres qui ont lancé effectivement déjà la version vidéo. Facebook. Et eux disent, oui, on va le lancer, mais ce sera pour le 2e trimestre. C'est Facebook qui lance. Ce sera pour le déconfinement. Ce sera pour après, oui. Quand on pourra se voir physiquement, on va commencer à faire de la vidéo à ce moment-là. Oui. On va gagner en bande passante, c'est sûr. Donc, oui, c'est une bonne idée en même temps. Pourquoi pas? Oui, oui. Oui, pourquoi pas. Hein bon, maintenant, sur ce genre de site, ça risque de déraper plus facilement. Peut-être. Je sais pas trop si effectivement, parce que Tinder n'a pas une réputation, tu vois, de faire des rencontres pour l'amour, pour la joie, la bonne humeur. Et, tu vois, c'est très. Mais en même temps, qui sommes-nous pour juger? Tu vois, moi je l'utilise pas. Oui, les technos, qui a sa journée officielle. Mais je sais pas quel genre de rencontre on fait le plus favorablement sur Tinder. Ça, très honnêtement, moi j'ai jamais fait l'expérience, hein, donc je me garderais bien de juger. Et quand quelqu'un me dit, non mais sans rire, maintenant sans blague à part, si quelqu'un me dit j'ai rencontré ma compagne sur Tinder, je me garderais bien de me foutre de sa balle, parce que voilà, tout est possible aujourd'hui avec Internet. Voilà, c'était possible il y a 20 ans, il n'y a pas de raison que ce soit pas possible aujourd'hui. C'est pas spécialement utilisé pour chercher ta femme, hein, non, je sais pas. Mais je pense pas. Du moins, c'est pas la réputation de Tinder. Mais voilà. Si vous avez une expérience avec Tinder d'une manière ou d'une autre qui a été, on va dire, fructueuse.
Mais n'hésitez pas à nous le faire savoir, et en mettant des pouces. Oui, mais non, ils savent plus mettre le pouce s'ils jouent avec Tinder, ils ont une crampe. Ils sont en train de swapper, en fait. Swipe. Ils sont à gauche, à Si, droite. parce qu'il y a un mec qui avait inventé un truc qui faisait un swipe automatique, là. Oui, c'est ça, il y avait un doigt mécanique. Bon, Un doigt mécanique. On ira pas. Oui, bon, d'accord. Donc, juste une question, Sébastien, Ouais. tu lis autre chose que TechCrunch ces derniers temps? Ah, je sais pas. Oui. Non, j'en ai que C'est une blague. 2. Et l'autre TechCrunch, c'est notre ami. Oui, non, on est d'accord, y a pas de souci. C'est une revue de presse, mes amis. Donc, les informations, elles viennent d'où elles viennent, et quand c'est Je lis, fait, c'est déjà bien. voilà, oui, c'est déjà pas mal. Ouais. Autre chose que des bandes dessinées. C'est pas mal. Dites, je vous propose un truc, c'est... La lettre V comme vidéoconférence, tenez, on en parle justement de conférence, mais peut-être au sens plus large. Google Meet sera bientôt disponible pour tout le monde. C'est un outil à la base qui est un petit peu à l'instar de Teams chez Microsoft, réservé aux professionnels, si je dis pas de bêtises, Xavier. Tout à fait. En fait, Google Meet, c'est cette application de vidéoconférence qui comme Teams, Microsoft Teams ou bien comme Zoom qui est plus connu, permet de mettre plusieurs personnes en relation, de tenir une conférence à plusieurs, de partager son écran, etc. Mais c'était réservé aux professionnels via l'abonnement Google Suite, donc la suite qui contient toutes les applications professionnelles de Google. Et donc qui pouvaient utiliser cette vidéoconférence sans limite de temps et si je ne me trompe pas jusqu'à 100 participants. Ici, Google a annoncé que Google Meet allait devenir gratuit et disponible pour toutes les personnes qui disposent d'un compte Google. Et depuis le 4 mai, les particuliers peuvent voir petit à petit apparaître dans Gmail la possibilité de créer leur propre conférence Google Meet. Alors Google Meet, c'est accessible depuis un explorateur, depuis aussi une application sur iOS ou Android. Un des gros avantages par rapport à Zoom notamment, c'est que pour les particuliers, il y aura pas cette limite de temps. Et alors, au niveau sécurité, on est quand même à un autre niveau, en tout cas avant les correctifs. Et c'est ce sur quoi Google joue. Donc, ils essayent de mettre en avant le fait que leur application est vraiment sécurisée. Il y a quand même un avantage en plus que je vois par rapport à Zoom, c'est que moi j'avais essayé d'utiliser en entreprise, c'est que moi j'ai appelé par exemple des communes qui me disaient mais nous on peut pas installer de logiciel et donc Zoom on peut pas l'utiliser. Or Google Meet, si je me trompe pas, il y a rien à installer sur l'explorateur, ça fonctionne nativement dans l'explorateur. Je serais tenté de dire que cette contrainte, l'installation d'une application, ça a sauvé ces entreprises. Oui. Quelque part. Parce que c'est quand même une grosse porte de sécurité qu'on ouvre en installant Zoom, ça a été prouvé, il y a eu des correctifs, etc. Voilà, il y a eu un peu de bashing sur du tout aussi, hein, tout le monde s'est un petit peu rué dessus, nous y compris, il faut bien le reconnaître, mais enfin quand quelque chose laisse passer la lumière, il faut quand même le signaler un moment aussi, même si, il faut bien le dire, l'application fonctionne bien, enfin je veux dire, elle est bien pensée, elle est bien étudiée, etc. Fin de la parenthèse pour Zoom. Est-ce que Meet va dans le même sens? On l'espère quelque part aussi, puisque effectivement là, on passe par un simple navigateur et ça ouvre des perspectives encore plus larges. Pour l'utiliser, moi je l'utilise et franchement ça marche, c'est impeccable, hein, ça marche vraiment très bien. Ça marche en mobile aussi? Oui, donc via une application Google via Meet, une application à ce moment-là. Okay. Oui, tout à fait. Okay. Alors juste pour des petits chiffres clés, ils vont rentrer sur les plates-bandes de Zoom et de Microsoft Teams. Zoom, pour info, ils annoncent être passé de 10 millions à plus de 200 millions d'utilisateurs par jour récemment avec le confinement. Et Microsoft Teams a annoncé à faire environ 75 millions d'utilisateurs par jour.
Alors pour Google, je ne sais pas à combien d'utilisateurs ils sont par jour, c'est beaucoup moins puisque c'était réservé aux professionnels, mais ils estiment qu'ils ont environ 3 millions de nouveaux utilisateurs par jour depuis qu'ils ont ouvert la plateforme. Donc ils vont rattraper très vite à mon avis, et comme c'est complètement gratuit, il n'y a pas d'abonnement derrière. Je pense qu'ils vont faire du mal à Zoom. Oui, enfin, ça va compléter l'arsenal quelque part. Il y aura toujours des gens qui préféreront telle ou telle plateforme pour X raisons. C'est intéressant en tout cas d'observer ce qui se passe de ce côté-là, parce que je vous avoue franchement que j'ai vu 2-3 trucs passer sur des chaînes YouTube ces derniers jours, et que finalement ce côté interactif qu'on pourrait éventuellement avoir, et là je pense à nos gentils auditeurs, ce côté interactif en vidéo pour le coup, ça peut avoir des perspectives assez intéressantes. On y réfléchit, mais voilà, l'idée fait son chemin, et ce genre d'outil pourrait faciliter ce genre de mise en place. Sébastien, un truc à rajouter sur cette question de visioconférence? Ouais, mais ce ne sera pas le meilleur de la journée. Je ne comprends pas tout à fait. Oui, je ne comprends pas tout à fait pourquoi Google fait un truc de vidéoconférence spécifique avec les boucheries. Moi, je vois pas trop l'intérêt. Effectivement, c'est pas la meilleure c'est pas la meilleure. Hein. Non, c'est pas la meilleure du tout. Google Meet, hein, donc vous aurez noté. Merci beaucoup, Sébastien, pour cette fine remarque. J'ai presque envie de dire. Tu sais même pas aller au suivant, tu vois. T'es couillonné. Non, mais il y a pas de suivant, il y a pas de W. J'ai regardé, il y a pas de W, il y a pas de W. Mais non. Tout ce qu'on pourrait dire peut-être pour conclure sur, parce qu'on a beaucoup parlé de Google dans cet épisode. On a beaucoup parlé de Google dans cet épisode. On n'a pas parlé du nouveau Nest qui est déployé enfin en Belgique cette semaine d'ailleurs, hein, si je dis pas de bêtises. Donc enfin accessible en Belgique, c'était déjà le cas en France et dans d'autres pays auparavant, un peu partout. Il y avait une autre news concernant Google. Oui, le futur du Chromecast, ce petit accessoire qui est quand même super pratique. On en mangerait tellement c'est pratique et super compact, pourrait embarquer nativement Android TV dans les prochaines versions, qui changerait de nom par la même occasion et qui s'appellerait Google TV. Deux brèves QAQ. Vous avez vu comment je fais donc voilà. Google TV, si tu te souviens, c'était le premier nom. C'est le premier, hein, ils l'ont enterré. Effectivement, voilà. Donc voilà, autant le dire. C'était autant vous le signalez aussi au passage. Je vais ressortir des vieilles box. Tu te rappelles la Logitech? Oui. Je sais déjà la page. J'ai déjà la Google TV, elle n'est pas encore sortie. C'est équipé aussi certaines TV Sony, si je dis pas de bêtises à l'époque. Il me semble. Mais il y a eu que le truc Logitech, hein, je pense. Oui, en boîte, en box, c'était que Logitech. Enfin, on verra bien ce que ça va donner. Moi, je trouve ça plutôt malin, en tout cas, au-delà du nom, etc., d'embarquer carrément Android TV dans le Google Chrome, parce que finalement, voilà, je trouve ça plutôt... Faut voir le prix que ça va être, il faut voir aussi la qualité qui va en sortir. Est-ce qu'on va faire il le stream, hein, il n'est pas dedans. Hein. Il est pas dedans ? Il est streamé ? Non, je pense que c'est streamé. Écoutez, on va compléter l'information, parce que c'est quand même intéressant à savoir. On complétera l'information, on reviendra avec ça dans un des prochains épisodes. C'est pas encore là, de toute façon, pour l'instant c'est une rumeur, donc n'allons pas plus loin si vous le voulez bien, et donc on en saura plus une autre occasion. On a bien fait le tour de la question. Merci d'avoir écouté cet épisode. Hein. Comme toujours, n'oubliez pas les pouces vers le haut, les petites étoiles sur les plateformes de podcast, etc. N'hésitez pas à partager cet épisode avec vos amis si vous avez apprécié cet épisode, et évidemment si vous avez des amis. On se retrouve évidemment la semaine prochaine avec un nouvel épisode et d'autres chroniqueurs, si je ne dis pas de bêtises. Prochainement également un hors-série avec un truc qui fait du bruit, même si dans le hors-série on dit qu'il n'en fait pas tant que ça finalement. C'est le hors-série de Xavier sur son imprimante 3D. J'ai tout dit, j'ai tout bien dit. Vous avez un truc à rajouter pour votre défense ? Non ? Sébastien ? Non, merci Xavier. À bientôt. Salut.